Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Certains d'entre nous vivent en bord de mer ou à la montagne, d'autres au cœur d'un cratère d'impact de météorites vieux de plusieurs millions d'années, parfois même sans le savoir. C'est le cas des habitants de Charlevoix, une belle région touristique du Québec, connue pour ses magnifiques paysages, mais moins pour son passé géologique tumultueux. Cratère d'impact, météorites, failles souterraines, tremblements de terre. Aujourd'hui, nous explorons quelques-uns des secrets géologiques québécois. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et en visio avec nous aujourd'hui pour parler des secrets géologiques de Charlevoix, monsieur Jean-Michel Gastonguet, directeur scientifique de l'Observatoire d'astronomie de l'Astroblème de Charlevoix. Bonjour. Bonjour, Madame Potvin. Vous avez donné une conférence publique au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes appelée Charlevoix, cicatrice d'un cataclysme. Et nous allons revenir ensemble sur l'histoire géologique de votre région, mais aussi sur les mystères qui restent encore à découvrir concernant cet impact. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Et commençons avec un peu de poésie scientifique. Notre Terre est un amas de roches spatiales qui se sont agglutinées ensemble pour former notre planète. Près de 4,6 milliards d'années plus tard, sa surface n'est plus du tout la même. Modelée par la tectonique des plaques, l'érosion, les points chauds, l'action de l'homme, notre Terre change de visage en continu. Flottant toujours au cœur d'un espace infini, elle continue pourtant de subir les assauts des objets célestes. Alors avant de parler des cicatrices qu'ils laissent dans nos paysages, parlons un petit peu de ces fameux objets célestes, comètes, astéroïdes, météorites. Alors de quoi parle-t-on exactement, Jean-Michel Gastonguet? Est-ce qu'il y a une différence entre les comètes, les astéroïdes et les météorites? Ou est-ce que c'est le même mot pour tout? Non, ce n'est pas le même mot pour tout. Les astéroïdes sont les débris, j'ai envie de dire, les pièces d'un puzzle qui est situé entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Donc, ce sont surtout des objets faits de roches de différentes formes. En astronomie, on dit les formes batatoïdes. Et il n'y a jamais de planète qui s'est formée à cet endroit-là dans notre système solaire. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle, ces objets-là, faisant partie de la ceinture d'astéroïdes. Les comètes, elles, viennent de beaucoup plus loin. Elles viennent d'un endroit qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est située aux confins de notre système solaire. C'est vraiment à partir de l'orbite de Neptune, donc qui est 30 fois environ plus loin du Soleil que nous, où est-ce qu'on va retrouver beaucoup de ces objets qui sont surtout faits de glace, mais eux aussi de différentes formes, donc des objets qui sont d'échelle kilométrique. Ce ne sont pas des gros objets donc dans notre système solaire. Mais pour revenir aussi au terme météorite, alors une fois de temps en temps, il va y avoir des objets rocheux qui peuvent provenir effectivement de la ceinture d'astéroïdes, mais qui vont avoir une trajectoire qui va croiser l'orbite de la Terre. Alors, il y a ces objets-là qui peuvent entrer dans l'atmosphère de la Terre. S'ils se consument complètement, on va les appeler les plus petits d'entre eux des étoiles filantes. Si ils sont un petit peu plus gros et qu'ils vont faire un beau gros flash lumineux dans le ciel, on va les appeler les bolides. Mais s'ils sont encore un peu plus gros, alors on va en retrouver des morceaux à la surface et c'est là où on va les appeler les météorites. Donc c'est une question de taille de ce qu'on retrouve. Et les météorites, finalement, est-ce que c'est des gros trucs ou c'est des petits cailloux? Enfin, ça fait quelle taille? Et il y en a de différentes tailles. Oui, on peut avoir des petits cailloux. Nous, à notre centre d'interprétation, on en a qui ont la taille de quelques centimètres, mais on peut en avoir aussi qui sont quand même relativement gros, avec quelques décimètres.
Mais c'est certain qu'à certains endroits dans le monde, on peut en observer qu'ils ont même laissé sur place tellement ils étaient gros. Je pense en particulier à certains fragments d'une météorite qui s'appelle Campo del Cielo, qu'on retrouve en Argentine. Alors, il y a des morceaux là-bas de plusieurs tonnes. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé autour et ils ont fait un endroit pour que les gens puissent aller les voir, mais ils les ont pas déplacés parce qu'ils étaient trop massifs. Est-ce que c'est ces très grosses météorites qui créent des cratères d'impact ou est-ce que toutes les météorites, à leur échelle, créent des petits cratères en arrivant sur Terre? Euh, je dirais qu'à partir d'une certaine taille, de quelques mètres, ils vont effectivement faire un cratère d'impact. Mais dans le cas de la conférence que j'ai faite pour le muséum, c'est clair qu'on parlait d'un impact d'une toute autre taille parce que l'objet dont on suppose un petit peu la taille avait plusieurs kilomètres de diamètre. Alors, on est dans une toute autre échelle et évidemment, à ce moment-là, les cratères d'impact vont être vraiment évidents sur le terrain. On va parler justement de cette région de Charlevoix qui est en elle-même un cratère d'impact. Mais d'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça, on appelle ça un astroblème. C'est quoi la Mhm. différence? Oui, un cratère d'impact, on en observe beaucoup, beaucoup à la surface de la Lune ou de Mercure ou de Mars. Donc, ce sont les traces laissées par une, une grosse météorite qui est venue frapper la surface de l'astre, mais qui n'a pas changé tellement avec le temps. Parce que sur Mercure, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas d'agent d'érosion. Il n'y a pas non plus de dynamique de la croûte de ces astres-là. Je fais référence au mouvement des continents hein, qu'on a ici sur Terre. Alors, les traces de ces impacts-là vont rester relativement intactes à la surface de ces astres-là. Donc, à ce moment-là, on va dire cratère. Sur Terre, étant donné qu'il y a la pluie, le vent, la neige, le mouvement des glaciers, et en plus de la tectonique de plaques, les formations de chaînes de montagnes, et ainsi de suite, le volcanisme, alors les traces des impacts météoritiques ont tendance à s'effacer avec les centaines de millions d'années, même les milliards d'années qui passent. On va plutôt à ce moment-là nommer ces traces d'impact-là des astroblèmes. Donc voilà le pourquoi de la différence d'appellation. Donc astroblème, ce serait un cratère d'impact qui a subi de l'érosion ou des mouvements tectoniques et qui font qu'on voit beaucoup moins. C'est ça? Exactement, c'est en plein ça. C'est vrai que sur la Lune, quand on la regarde, même à l'œil nu, on voit ces cratères, ces trous, on voit même parfois des espèces de rayons autour de Mhm. certains trous comme des éjectats, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Et donc ce n'est pas qu'elle reçoit plus de météorites, c'est que la Lune, elle, quand elle en reçoit, les traces sont conservées alors que sur Terre, il y a des forêts, des lacs, des mouvements et donc ça disparaît, hein, c'est ça? Absolument. Et vous avez raison. Lorsqu'on observe des images détaillées de la surface de la Lune, on peut même voir un petit peu l'âge des cratères parce que, effectivement, les cratères plus récents, on va voir qu'il y a des éjectats qui font vraiment comme un genre de soleil, si on veut. Donc, il y a de la matière qui est éjectée en dehors du point d'impact. Ça va faire des rayons. Et on peut voir que ces rayons de matière-là, qui sont typiquement plus clairs, vont être par-dessus des plus anciens cratères d'impact. Donc, ça nous permet de voir que ces cratères-là sont plus récents. D'ailleurs, sur la Lune, je vais quand même, j'ai fait quelques recherches, alors je vous le raconte, chers auditeurs, auditrices. Un cratère qu'on peut voir à l'œil nu, c'est le cratère de et là j'espère bien le prononcer, Tycho ou Tycho? Tycho, Tycho, oui. qui est donc vers le pôle sud. Il a 86 kilomètres de diamètre, une profondeur de 5 kilomètres et il serait vieux de 108 millions d'années. En tout, sur la Lune, il y aurait environ 30 000 cratères, sur, la surface. En France, pardon, sur la Terre, il y a combien de cratères ou de traces qui restent? Est-ce qu'on sait les compter ou est-ce que c'est une galère, sans nom? Euh, Ben, étant donné que justement la Terre a tendance à effacer les cratères d'impact, ça demande toujours plusieurs études scientifiques pour être capable de confirmer qu'à un certain endroit, il y a effectivement un ancien cratère d'impact grandement érodé. Et Rochechouart, en France, en est un exemple. C'est un
cratère d'impact qui est moins ancien que celui de Charlevoix, si je me souviens bien, mais par contre, il est encore moins évident sur le terrain que celui dans lequel je suis en ce moment, dans Charlevoix, au Québec, parce qu'il s'est rempli par la suite de d'autres matériels. Ça a même été découvert avec les pierres qui ont été taillées et qui ont été utilisées pour la construction de différents ouvrages dans la ville de Rochechouart. Ça a été découvert par les roches caractéristiques des cratères d'impact avant d'être découvert à cause de la forme du paysage, justement. Donc, pour revenir à la question de départ, on connaît plusieurs dizaines, je vous avoue que je ne connais pas le nombre par cœur, mais plusieurs dizaines de cratères d'impact sur Terre, donc plusieurs dizaines d'astroblèmes, et ils sont tous dans un état de préservation assez différent les uns des autres. Évidemment, les cratères plus récents sont plus évidents sur le terrain, les cratères plus anciens vont être à peu près invisibles sur le terrain, et c'est par l'observation de la géologie du secteur qu'on va comprendre qu'on est dans un ancien cratère d'impact météoritique, donc dans un astroblème. Donc c'est comme une petite enquête scientifique où il faut relever un petit peu les indices pour reconstituer le puzzle et se dire, bon là, a priori, on parle d'un cratère. Oui, et je vous dirais qu'il y a plusieurs cratères d'impact météoritique qui ont été découverts par accident, par les études géologiques, justement, parce qu'on cherchait autre chose sur le terrain. À un moment donné, les géologues avisés découvrent certains types de pierres qui piquent leur curiosité et au fur et à mesure qu'ils enquêtent, ils disent, oh, je suis dans un cratère d'impact météoritique ancien. Et là, ça surprend. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Charlevoix, d'ailleurs. Donc il se cache bien. Il y a un site qui s'appelle vigie-cratère.org qui a été créé par 2 géologues français qui permet de répertorier les cratères d'impact ou les astroblèmes dans le monde. Sur leur carte qu'ils ont sur le site, on peut voir qu'il y en a principalement en Amérique du Nord, donc au Canada, vers la Suède et la Finlande, en Australie et en Afrique du Sud. Pourquoi, chez vous, au Québec, il semble qu'il y ait plus de points? Parce que la croûte terrestre est vieille ici. Étant donné que ici, dans Charlevoix, on est dans les parties les moins vieilles de ce qu'on appelle le bouclier canadien et les roches ici ont environ 1 milliard d'années. Mais plus on s'en va vers le nord du Québec, on va retrouver des roches de 2, 3 et même qui avoisinent les 4 milliards d'années. Donc, on est ici dans les premiers continents terrestres auxquels se sont greffés avec la tectonique d'autres parties au fur et à mesure que les centaines de millions d'années se passaient. Alors, plus on a une vieille partie de territoire, plus la surface de la Terre a été exposée longtemps à un bombardement. Donc, il y a plus de chances de trouver des cratères d'impact dans des plus vieilles parties, justement, de la croûte terrestre que dans les parties, évidemment, qui sont plus jeunes, qui sont toutes fraîches, si on veut. D'ailleurs, si vous tombez sur un endroit qui vous semble être un cratère d'impact, auditeur, auditrice, n'hésitez pas. C'est une plateforme participative, vigie-cratère.org, mais j'imagine qu'il y a d'autres plateformes qui existent et qui méritent d'être complétées. Jean-Michel Oui, Gastonguay. ici au Canada, deux universités s'intéressent particulièrement aux cratères d'impact météoritique. C'est l'Université du Nouveau-Brunswick et aussi l'Université Western Ontario. Et ils ont chacun leur site web sur les impacts. C'est la Earth Impact Database et aussi Impact Earth pour l'Université Western Ontario. Alors, on va y faire vraiment on y répertorie l'ensemble des cratères d'impact terrestre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre toute la littérature scientifique, les derniers articles qui sont parus sur ces cratères d'impact. Alors, c'est très intéressant aussi. Est-ce que tous ces cratères, tous ces astroblèmes se ressemblent ou est-ce qu'il y a différents types, différentes familles? En fait, typiquement, on va différencier les cratères d'impact en trois grandes familles. Et ça devient beaucoup plus évident quand on regarde justement des gros plans de la surface de la Lune pour pouvoir les différencier. Alors, les petits cratères d'impact, donc ceux qui vont être formés par un impacteur de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres, vont faire seulement une cuvette relativement profonde pour son diamètre. Alors, on va les appeler ceux-là les cratères simples. Lorsque l'impacteur a 1 000 mètres, quelques kilomètres, on va assister à la formation d'un cratère d'apparence différente. On va observer un pourtour où est-ce qu'il va y avoir eu des effondrements à l'intérieur du cratère et aussi une montagne dans le centre.
C'est un peu comme quand, Madame Potvin, on lance une pierre dans l'eau. On va voir une dépression qui va se faire dans l'eau et l'instant qui suit, l'eau va venir combler le vide et on va voir l'eau qui remonte en plein centre. Alors, c'est un petit peu le même principe qui va se faire lors de ces impacts-là, de ce genre de taille-là. Alors, eux, on les appelle les cratères complexes. Charlevoix, c'est un cratère complexe et nous avons une montagne en plein centre du cratère d'impact. Alors, c'est la remontée centrale. Le troisième type, qui est beaucoup plus rare dans le système solaire parce que ça prenait un impacteur encore plus grand pour pouvoir faire ce type de cratère-là, on les appelle les bassins à anneaux multiples. Alors, si je reviens à mon exemple justement d'une pierre qu'on a lancée dans l'eau, dans les instants qui suivent, étant donné que la surface de l'eau est par définition fluide, on va voir plusieurs anneaux concentriques qui vont se déplacer. Alors, il faut s'imaginer que la surface de l'astre qui est frappée par un tel astéroïde va laisser des chaînes de montagnes concentriques qui vont vraiment faire des anneaux à partir du centre. Il y en a quelques-uns dans le système solaire. Le cratère Valhalla sur la surface de Callisto, une des grosses lunes de Jupiter, est un excellent exemple. Si je ne m'abuse, c'est même le plus grand cratère d'impact météoritique de l'ensemble du système solaire. Si on décompose un petit peu ce qui se passe au moment de ce fameux impact, en prenant par exemple l'exemple de Charlevoix avec les cratères complexes. Donc, il y a une énorme météorite qui arrive. Et est-ce qu'il y a différentes phases? Est-ce que d'abord ça explose? Est-ce que ça se compresse? Ça se détend? Est-ce qu'il y a des noms? Comment ça se passe, les quelques secondes, les quelques minutes d'impact? Bon, c'est certain que l'objet en tant que tel, que je vais appeler l'impacteur, donc c'était peut-être une comète, c'était peut-être un astéroïde. Il y a des grosses chances que c'était un astéroïde, mais ce n'est pas encore prouvé hors de tout doute que c'était un astéroïde et non une comète. Euh, Cet objet-là, il est à la dérive dans notre système solaire et il a une trajectoire de collision avec la Terre. Alors, pour le moment, sa vitesse va être très grande. On parle de quelque chose entre 12 et 20 km à la seconde. Donc, c'est extrêmement rapide et ces objets-là, euh, lorsqu'ils vont approcher, admettons, de la Terre, ils ne vont pas badrer tellement longtemps avec l'atmosphère terrestre parce que l'atmosphère a quelque chose comme 70 km d'épaisseur. Alors, ils vont passer quelques secondes dans l'atmosphère à très, très grande vitesse avant de venir frapper le sol. C'est certain que l'entrée atmosphérique euh, va se faire de manière extrêmement violente parce que l'atmosphère va se retrouver à être extrêmement comprimée devant l'astéroïde en tant que tel parce que l'atmosphère ne peut pas se déplacer aussi vite que la vitesse à laquelle l'impacteur arrive. Donc, on va avoir une onde de compression qui va se faire devant l'astéroïde en tant que tel, l'impacteur qui s'en vient. Il va clairement y avoir certains fragments qui vont être arrachés de l'objet, mais la grande, grande majorité de la masse va se retrouver à venir frapper la surface, donc quelques secondes après son entrée dans l'atmosphère. Lorsque cet objet-là va venir frapper la surface, alors il avait une énergie cinétique, donc l'énergie du mouvement. Euh, Cette énergie-là était incroyable. Si on se souvient de nos études, l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Alors, la masse d'un objet rocheux de quelques kilomètres de diamètre qui arrive à quelque chose comme 20 kilomètres à la seconde, ça donne une énergie incroyable. Alors, cette énergie-là va être transférée à la surface de la Terre lorsque l'impact va se faire. Ça va se faire sous forme de chaleur, d'une onde de choc dans le sol qui va être incroyable, donc des tremblements de terre de magnitude inimaginable. Aussi, beaucoup, beaucoup de matière qui va être éjectée, donc une partie de croûte terrestre qui va être éjectée en dehors du site d'impact. Il va y avoir l'excavation du cratère en tant que tel et aussi vaporisation de l'impacteur. L'énergie est tellement grande que la roche, admettons que c'est un astéroïde rocheux, l'énergie est tellement grande que la chaleur va tellement être intense que la roche va passer à l'état de vapeur. Donc, c'est tout ça qui se passe de manière plus ou moins simultanée, justement, pendant l'impact d'un tel objet. Et on va parler de la suite après cet impact, ces quelques secondes. Juste après cette pause musicale, on écoute Triptych, Do You Ever Wonder? Et on revient juste après.
Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était Do You Ever Wonder de Triptyque. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Jean-Michel Gastonguet, directeur scientifique de l'Observatoire d'astronomie de l'Astroblème de Charlevoix. Et justement, il est temps de continuer de parler de cet astroblème, ce cratère d'impact un peu plus au nord de la ville de Québec, dans l'embouchure du Saint-Laurent. Pour cela, je laisse la parole à Félicia Corbeil-Labbé, coordinatrice du Géoparc de Charlevoix. Il y a environ 400 millions d'années, il y a un astre qui est venu du ciel, qui est tombé sur la région, donc une météorite qui a frappé Charlevoix et qui a laissé une cicatrice éternelle, disons. Donc, c'était un cratère d'impact. Donc, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs aires glaciaires et la dernière a vraiment laissé sa trace. Donc, elle est venue adoucir tous les contours du cratère d'impact météoritique, mais aussi elle est venue sculpter l'intérieur du cratère. Donc, une météorite qui aurait frappé la Terre à Charlevoix. Exactement. Et en fait, on n'est pas si loin que ça. Là, ça paraît pas, on est sur le bord de l'eau. Le centre de l'impact météoritique de Charlevoix est le mont des Éboulements. Et ça a laissé le 3e plus grand cratère au Canada, le 11e plus grand cratère au monde, qui est maintenant habité, qu'on a la chance de découvrir et d'explorer. Et tout ça, on le doit à la découverte des cônes de percussion de Jean Rondeau dans les années 60. C'est une force qui dépasse l'entendement. C'est le type d'impact là, qui aurait pu vraiment avoir un changement sur même la couleur de l'atmosphère pendant un certain moment, là. C'était un extrait de la vidéo sur la météorite de Charlevoix tirée du média Savoir Média, sorti en mai 2024. Alors Jean-Michel Gastonguet, dans l'extrait, on entend le nom de Jean Rondeau et on parle de cônes de percussion qu'il aurait découvert. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette personne et sur cette découverte? Oui, M. Rondeau était un géologue français qui est venu faire ses études doctorales sur la géologie de Charlevoix. Et puis, il a découvert, un peu par accident, des traces d'un impact météoritique sans savoir qu'est-ce que c'était. En fait, il a vu des fracturations dans la roche qui sont un peu en forme de cône ou en forme de queue de cheval. Et ces fracturations-là ont vraiment attiré son attention. C'était pas que c'était une roche qui était inhabituelle, mais c'était plutôt la manière dont la roche était fracturée qui était inhabituelle. Alors, c'est bien connu, ce type de fracturation-là pour les géologues, ce sont des cônes de percussion. Les cônes de percussion sont créés par l'onde de choc qui se déplace dans le sol lors de l'impact d'une grosse météorite. Alors, on va retrouver les cônes de percussion dans n'importe quel site d'impact météoritique d'envergure et ces cônes-là vont être retrouvés dans un anneau autour du point d'impact qui va être plus ou moins proche du point d'impact. Ici, dans Charlevoix, les cônes de percussion les plus rapprochés sont à environ 5 km du point d'impact et les plus éloignés sont à environ 14 km du point d'impact. Donc, on peut vraiment s'imaginer un anneau autour de l'endroit où est-ce que l'objet a frappé à l'époque. Donc si on part du centre de l'impact, on a la montagne qui s'est formée, comme on le disait tout à l'heure, avec le fait que c'est un cratère complexe, espèce de Oui. remontée. On s'éloigne un petit peu, on arrive sur cette espèce d'anneau où on retrouve des cônes de percussion qui vont dans des directions, j'imagine, vers l'extérieur de ce cercle. C'est ça? En fait, ça fait partie de ce qui a été étudié parce que c'est difficile après, parce que Mme Corbeil-Labbé l'a dit tantôt, hein, ça fait au moins 400 millions d'années que ça s'est passé. Alors, aujourd'hui, on peut constater l'orientation de ces cônes-là, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Probablement que non, parce qu'il y a eu des mouvements qui se sont faits par la suite dans la croûte, dans le secteur. Donc, est-ce que tous les cônes euh, à l'origine devait pointer vraiment vers le point d'impact? C'est une question qu'on se pose encore, mais effectivement, il y a des scientifiques qui se sont demandé ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des cônes de percussion toujours dans une même région, donc dans le même anneau, mais avec des orientations qui sont parfois un petit peu aléatoires.
Et ensuite, on dézoome encore et donc est-ce que si on regarde une vue, de l'espace ou en tout cas une carte vraiment du ciel, on voit vraiment un arc de cercle au niveau de Charlevoix qui serait cet astroblème? Oui, vraiment, particulièrement avec des imageries faites par technologie radar, donc qui nous permettent de bien voir le relief. On voit d'une manière évidente l'arc de cercle et la montagne en plein centre. Ce qui est particulier, par contre, avec Charlevoix, c'est que maintenant, il y a le fleuve Saint-Laurent qui traverse une partie de l'astroblème de Charlevoix. Donc, aujourd'hui, il y a environ seulement 60 de l'ancien cratère d'impact qui sont visibles. Il y a environ 40 de l'astroblème de Charlevoix qui a disparu parce que, justement, aujourd'hui, c'est l'endroit où on retrouve le fleuve Saint-Laurent. Mais sur les imageries satellites, c'est très évident. Alors si on essaie de faire la carte d'identité un petit peu, d'abord de l'astroblème et puis ensuite de l'objet céleste qui l'a frappé, est-ce qu'on connaît son âge? Est-ce qu'on arrive à dater, le moment de l'impact? C'est encore quelque chose qui est un petit peu débattu et qui va nécessiter davantage de recherche scientifique. Parce qu'ici, euh, Charlevoix est à la limite du bouclier canadien. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans notre entrevue. Et l'autre partie, c'est les Appalaches. Les Appalaches, pour nous, c'est vraiment tout ce qui est la rive sud du fleuve Saint-Laurent et ça s'étire jusqu'aux États-Unis. Alors, c'est une chaîne de montagnes qui est beaucoup plus récente que la partie du bouclier canadien. Celle-là, elle a seulement environ 450 millions d'années, quelque chose comme ça. Et il y a eu des mouvements tectoniques qui se sont faits justement entre le bouclier et les Appalaches, ce qui fait qu'on peut observer dans le secteur des roches qui ont subi des changements, donc qui ont subi un métamorphisme qui est plutôt dû à ces mouvements tectoniques. Mais mélangé à tout ça, on a des roches qui ont subi des changements à cause de l'impact météoritique. Alors, ça devient un petit peu compliqué d'être capable d'identifier vraiment quelle roche est en lien avec quel événement. Mais une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, les dernières études scientifiques qui ont été faites pour dater l'impact nous amènent à un âge qui est plus vieux, donc plus ancien qu'autrefois obtenu, parce que lorsqu'on était dans les époques de M. Rondeau, dans les années 60-70, on évaluait l'âge de l'impact à quelque chose comme 350 millions d'années dans une période géologique qu'on appelle le Dévonien. Aujourd'hui, vous voyez, parmi les derniers articles scientifiques qui sont sortis, on place plutôt l'âge de l'impact à entre 453 et 430 millions d'années, donc lors de l'Ordovicien. Donc, les articles plus récents nous datent donc un âge plus ancien de presque 100 millions d'années par rapport à ce qu'on pensait autrefois. Vous avez dit que c'était entre 453 et 430. 453, c'est très précis. Pourquoi ce Oui, chiffre? parce qu'on observe des cônes de percussion dans des calcaires dont on connaît l'âge exactement. Donc, étant donné qu'on observe donc la fracturation typique des impacts météoritiques dans ces calcaires-là, donc les calcaires étaient là avant l'impact et puisqu'on connaît l'âge de ces calcaires, alors on est capable de dire l'astroblème de Charlevoix ne peut pas être plus vieux que 453 millions d'années. J'imagine qu'un impact, de cette ampleur a forcément eu des conséquences sur l'environnement autour. Est-ce qu'on sait si c'est associé à, de la disparition d'espèces et cetera? Ou est-ce qu'on manque encore d'informations? On sait qu'il y a eu une extinction massive des espèces il y a environ 445 millions d'années. On appelle cette extinction l'extinction de l'Ordovicien silurien. Avec les dernières datations, l'âge de cette extinction est inclus dans, disons, la fourchette d'âge de l'astroblème de Charlevoix. Donc, vous comprenez qu'on va avoir besoin d'études supplémentaires pour savoir plus précisément l'âge de l'astroblème de Charlevoix, être capable de dire si oui ou non l'impact sur Charlevoix a eu un rôle à jouer dans cette extinction des espèces. Donc, pour le moment, tout ça, c'est hypothétique. Cela dit, typiquement, avec des impacts de cette taille, oui,
on a vraiment des effets qui vont être globaux. Parce que non seulement c'est la destruction totale autour du point d'impact, et quand je parle d'autour du point d'impact, je veux dire à quelques centaines, même quelques milliers de kilomètres autour du point d'impact, lorsqu'un tel événement se produit, mais il va y avoir des effets sur le climat de l'ensemble de la planète suite à un impact comme celui-là, parce qu'il va y avoir énormément de débris, de poussière qui vont être soulevés dans l'atmosphère, et avec les courants atmosphériques, on peut parler de quelques jours, quelques semaines pour que l'ensemble de l'atmosphère terrestre s'obscurcisse et que la lumière du soleil ait plus de difficulté à se rendre jusqu'à la surface. Donc, on va assister, suite à un impact, à un refroidissement climatique qui peut durer plusieurs années. Donc, si on a un refroidissement climatique, la végétation va avoir plus de difficultés à proliférer, les herbivores plus de difficultés à se nourrir, donc les carnivores, alors on a comme une réaction en chaîne. C'est certain qu'à l'Ordovicien, donc il y a environ 450 millions d'années dans ce coin-là, la vie était surtout dans les océans. Il y avait moins de vie à la surface, donc en dehors de l'eau que ce qu'on peut observer aujourd'hui, ou même dans le temps des dinosaures, il y a quelques dizaines de millions d'années. Alors, les effets sur les organismes vivants dans les océans vont être peut-être un petit peu plus difficiles à connaître avec précision, mais clairement qu'il y a eu un effet qui s'est fait. C'est plutôt difficile de savoir jusqu'à quel point, par contre. Vous avez parlé d'une nuit qui s'installe à cause de la poussière, donc qui entraîne la disparition d'herbivores, de carnivores, etc. Moi, quand on me raconte ça, je pense aux dinosaures et à la météorite des Mhm. dinosaures. J'imagine que déjà, c'est pas du tout la même époque et que en termes de taille, c'est pas non plus la même chose. Celle qui a contribué à l'extinction des dinosaures, elle était encore plus grosse que celle qui a frappé Charlevoix. On évalue sa taille à entre 10 et 15 kilomètres de diamètre, alors que celle pour Charlevoix avait quelque chose comme 4 kilomètres et demi, 5, quelque chose comme ça. Euh, et cet objet qui a frappé la péninsule du Yucatan, ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, euh, a effectivement frappé la Terre à un moment où il y avait une beaucoup plus grande biodiversité à la surface de notre planète parce que justement, il y a eu beaucoup plus de temps qui s'est passé. On est presque quelque chose comme 380, 400 millions d'années après l'impact qui s'est fait sur Charlevoix. Donc, l'évolution des espèces a vraiment eu le temps d'amener une beaucoup, beaucoup plus grande biodiversité. Donc, c'est clair qu'à l'époque, l'effet d'un tel impact, donc encore plus énergétique et avec une plus grande biodiversité, on a vraiment assisté à une extinction très, très importante des espèces. Pour revenir sur la météorite de Charlevoix, donc vous estimez sa taille à environ 4-5 km, est ce que vous avez dit? Oui, oui, quelque chose comme ça. Dans le fond, on utilise des simulateurs d'impact météoritique qui ont été mis en ligne euh, et même les gens peuvent l'essayer en ligne, c'est gratuit. Impact Earth et on peut entrer différents paramètres de taille, de densité, de vitesse d'impact, d'angle d'impact et le logiciel va automatiquement nous calculer le type de cratère que ça va donner, son diamètre, est-ce que c'est un cratère complexe, ainsi de suite. Et ben, nous, on est allé à rebours, si on veut, puisque l'astroblème de Charlevoix a environ 54 km de diamètre. Alors, on a essayé différentes combinaisons de paramètres et on obtient qu'effectivement, avec un astéroïde rocheux d'environ 4 km et demi, une vitesse d'impact d'environ 20 km/s, on va obtenir un cratère d'impact d'environ 54 km de diamètre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça pouvait ressembler à ce type d'objet qui nous a frappé. Mais encore une fois, c'était peut-être même une comète moins lourde, moins dense, mais beaucoup plus rapide, alors avec une énergie semblable qui aurait aussi pu créer l'astroblème de Charlevoix. Donc encore plein d'hypothèses et d'études qui nécessitent d'être faites pour trouver les réponses. Vous avez dit que le rayon de l'astroblème est de 54 km, mais tout à l'heure on a aussi parlé du fleuve Saint-Laurent qui couvre une partie de ce cratère. Donc est-ce qu'on est sûr de ce 54 km? Est-ce qu'il faut aller sous l'eau pour savoir vraiment ou est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Oui, juste une petite correction, Madame Potvin, c'est pas le rayon, mais le diamètre de Diamètre. 54 kilomètres, oui. Euh, dans les dernières études qui ont été faites,
en observant la position des cônes de percussion dans différents cratères d'impact météoritique mieux préservés à la surface de la Terre, des scientifiques de l'Université Western Ontario ont justement fait une corrélation entre la position des derniers cônes de percussion versus la taille du cratère d'impact en tant que tel. Et ils se sont rendus compte que les derniers cônes de percussion sont toujours à environ 40 du diamètre de l'astroblème en tant que tel. Donc, pour Charlevoix, étant donné que les derniers cônes de percussion sont à environ 14 km du point d'impact, alors si on fait le petit calcul, on obtient un astroblème qui aurait plutôt 70 km de diamètre. Donc, pour ces scientifiques-là, c'est évident que l'astroblème de Charlevoix est encore plus grand que ce qu'on pense, mais qu'aujourd'hui, il a tellement subi d'usure parce qu'il est vieux, parce qu'il subit beaucoup de tectoniques, d'air glaciaire, et ainsi de suite, qu'il est très usé. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est seulement, j'ai envie de dire, la partie un peu plus en profondeur de l'astroblème, parce que la partie la plus élevée a été arrachée, a été rabotée, si on veut. Donc, c'est encore aussi sujet à étude, mais effectivement, peut-être que l'astroblème de Charlevoix était encore passablement plus grand à l'époque. Et donc si, l'astroblème a un diamètre, et vous avez bien fait de me corriger, de 70 kilomètres, ça veut dire que quand on refait notre simulation de tout à l'heure pour savoir la taille du projectile, eh ben, on passe de 4 kilomètres à peut-être un peu plus gros aussi, j'imagine? Absolument, oui. J'ai refait les calculs. On obtient un objet de 6 km et demi environ. Donc, ça vient renforcer l'hypothèse que Charlevoix a peut-être contribué à l'extinction de l'ordovicien silurien parce que si effectivement l'impact s'est passé il y a environ 445 millions d'années et qu'en plus l'impacteur était plus grand que ce qu'on pensait, alors on peut s'imaginer que les effets sur le climat ont été encore plus grands. Mais tout ça, c'est hypothétique. Ça va demander davantage d'études scientifiques pour pouvoir être confirmé ou infirmé. La recherche continue. Aujourd'hui encore, dans la région de Charlevoix, il y a des tremblements de terre qui sont plutôt fréquents. Alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec cette météorite qui est pourtant tombée il y a déjà des millions d'années, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Euh, la région de Charlevoix a été beaucoup étudiée par des séismologues parce que dans tout l'est de l'Amérique du Nord, c'est vraiment un des endroits où il y a le plus de tremblements de terre. On en ressent ici, Madame Potvin, relativement fréquemment, mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans la région, mais ce ne sont pas des gros tremblements de terre comme on peut observer à différents endroits sur Terre où est-ce qu'on est vraiment à la limite de plaques tectoniques qui sont encore actives. Mais, je l'ai mentionné tantôt, Charlevoix est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à la limite entre le bouclier canadien et les Appalaches. Donc, c'est une ancienne faille active. Donc, tout le fleuve Saint-Laurent, en s'en allant vers Québec, en s'en allant vers Montréal, c'est un endroit qui a déjà une activité sismique plus grande qu'à plusieurs endroits en Amérique du Nord, parce que c'est une ancienne faille active. Mais par contre, la météorite est venue frapper dans cet endroit-là qui avait déjà, j'ai envie de dire, une faiblesse au niveau tectonique. Donc, euh, pour plusieurs séismologues, l'impact de la météorite sur Charlevoix a fragilisé davantage la croûte terrestre dans le secteur. Donc, ça serait une des raisons qui expliquerait pourquoi la région de Charlevoix est davantage propice aux tremblements de terre. On continue de parler de Charlevoix, de son astroblème et de ses mystères, juste après I Feel High de Poolside, et on revient. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. C'était I Feel High de Poolside. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Jean-Michel Gastonguet, directeur scientifique de l'Observatoire d'astronomie de l'astroblème de Charlevoix. Alors, dans le livre intitulé L'astroblème de Charlevoix de Jean Desgagnés, publié en 2016 aux presses universitaires de Laval, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves a signé une préface où il dit ceci, et je le cite:
Si le sol de Charlevoix, contrairement au sol de presque toute la côte du Saint-Laurent, se prête à l'agriculture, c'est grâce à cette météorite. Elle a creusé la gigantesque dépression de terrain qui s'étend de la rivière du Gouffre, de la baie Saint-Paul, à la rivière Malbaie et au sud vers Kamouraska. J'espère que je prononce bien tous les lieux. Par la suite, une montée du niveau de la mer a entraîné une inondation du cratère. Une sédimentation prolongée a eu pour effet de déposer au fond de l'eau une matière riche en atomes de carbone et d'oxygène. Plus tard, la mer s'est retirée à la suite d'une élévation de terrain. Cet ancien cratère est alors devenu le lieu fertile que nous connaissons aujourd'hui, avec ses fermes et ses pâturages. Cette histoire est un exemple éloquent du rôle des événements cosmiques parfois violents et finalement bénéfiques au développement de la vie sur Terre. Est-ce que les Charlevoisiens profitent donc aujourd'hui de cet événement qui a plusieurs millions d'années? Vraiment. Je vous dirais, Madame Potvin, que le territoire serait très montagneux, en beaucoup plus grande altitude, comme on peut voir partout autour de l'astroblème de Charlevoix. Euh, Ce que nous, on appelle l'arrière-pays, donc c'est quand même assez montagneux, mais des vieilles montagnes grandement érodées, mais quand même. Alors, le climat, il est beaucoup, beaucoup moins propice à l'agriculture et le sol aussi. Alors, ce que M. Rive disait, c'est vrai, dans les parties les plus profondes de l'astroblème de Charlevoix, on a un sol qui est très fertile et étant donné qu'on est en beaucoup plus basse altitude, on a aussi un climat qui est beaucoup plus approprié à l'agriculture. Alors, la grande majorité des terres agricoles de la région se retrouvent, je dirais, dans un arc de cercle qui est au bas du pourtour de l'astroblème de Charlevoix. Et naturellement, les rivières coulent dans ces endroits-là depuis des dizaines de millions d'années. La rivière du Gouffre, qui effectivement vient se jeter dans le fleuve Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, et aussi la rivière Malbaie, qui vient se jeter dans le Saint-Laurent ici, là où je me trouve en ce moment, à la Malbaie. Donc, c'est vraiment les endroits où est-ce qu'on a les meilleures terres agricoles et aussi où est-ce que c'était le plus facile d'arriver par bateau parce que c'est relativement plat et le dénivelé est très, très peu élevé à ces endroits-là. Donc, c'était beaucoup plus facile de venir s'installer dans ces endroits-là pour toutes ces raisons. Est-ce que cette zone de Charlevoix, qui donc a un passé tumultueux, on le voit, est une zone protégée? Oui, Charlevoix fait partie du réseau des réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO. Et aussi, nous, on aimerait pouvoir la protéger davantage, la mettre en valeur aussi davantage, parce qu'on aimerait qu'un jour Charlevoix fasse partie du réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, comme vous en avez plusieurs en France. On en a seulement 5 au Canada. On aimerait joindre ce club select parce qu'on considère que Charlevoix est un endroit qui est très intéressant au niveau de l'histoire géologique de notre planète et ça nous permettrait d'avoir des géosites aussi peut-être davantage protégés parce que pour le moment, on s'appelle quand même Géoparc de Charlevoix, mais on n'est pas Géoparc mondial de l'UNESCO. Alors, on invite les gens à aller sur le terrain, découvrir des géosites, mais on veut aussi que ces géosites-là puissent être protégés dans le futur. Donc, c'est une démarche qui est en cours de notre côté. Euh, mais bon, on a encore besoin de temps avant de pouvoir réunir tout le financement récurrent qui est nécessaire à faire fonctionner un géoparc de manière durable année après année. Est-ce que les géovoisiens et géovoisiennes et les touristes qui viennent visiter la région savent où ils mettent les pieds ou est-ce qu'à chaque fois c'est une découverte? Je vous dirais que c'est un mélange des deux, Madame Potvin. Avec les années, nous, ça fait 11 ans maintenant que notre petit musée, qui s'appelle l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix, est en fonction. Alors nous, on travaille vraiment à mieux faire connaître l'origine météoritique de la région de Charlevoix. On a des milliers de visiteurs qui viennent à chaque année nous voir à cet endroit-là et qui en apprennent plus sur l'origine météoritique de la région. Mais je vous dirais que pour d'autres personnes, ils sont beaucoup plus impressionnés par le relief, par la beauté de Charlevoix avec ses montagnes, ses côtes
qu'on en a quand même beaucoup à cause de ça, mais les gens ne savent pas nécessairement tous que c'est dû à un cratère d'impact parce que quand ce qui reste de l'impact a 54 km de diamètre, c'est tellement gigantesque que c'est difficile de s'imaginer qu'on est vraiment en train d'entrer dans cette dépression-là qui est due à une météorite. Donc, il y a des gens qui vont trouver que dans Charlevoix, c'est très côteux, que les routes sont moins évidentes et que c'est très beau avec le fleuve, tout ça, mais sans nécessairement savoir que c'est dû à l'impact d'une météorite. Alors, dernière question, la question qu'on a tous tendance à se poser quand on parle de météorites et de cratères, est-ce qu'aujourd'hui encore, ça peut arriver? Est-ce qu'il peut y avoir une météorite comme celle qui a frappé Charlevoix il y a 400 millions d'années, qui arrive sur Terre et fait la même chose? Oui, ça va réarriver. On ne sait pas quand. Plus les impacts sont de grande ampleur, plus ils sont rares. Il y a des tonnes de matériel qui tombent sur Terre de l'espace à chaque jour, donc sous forme de fines poussières, de petits cailloux qu'on appelle les étoiles filantes. Mais plus les objets sont de grande taille, moins ça arrive souvent, heureusement. Et je peux vous dire qu'il y a différentes universités, différentes organisations gouvernementales qui observent le ciel nuit après nuit avec des télescopes automatisés pour pouvoir connaître tous les objets qui sont potentiellement dangereux, donc qui pourraient potentiellement avoir une trajectoire de collision avec la Terre. On les appelle les astéroïdes géocroiseurs. Aujourd'hui, cette recherche-là se poursuit, mais on ne trouve presque plus de nouveaux objets de grande taille. Là, je parle d'1 kilomètre et plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On les connaît pas mal tous. Et pour le moment, pour les centaines d'années à venir, on n'en a aucun qui semble avoir une trajectoire de collision avec la Terre. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de recenser des objets plus petits, avec des tailles de quelques centaines de mètres. Et les études se font encore là-dessus pour potentiellement en trouver un qui aurait une trajectoire de collision avec la Terre, ce qu'on ne trouverait pas vraiment une bonne nouvelle parce que c'est difficile de dévier ces objets-là. Il faudrait vraiment les découvrir le plus longtemps d'avance possible pour aller envoyer un satellite à très grande vitesse vers ces objets-là, modifier leur trajectoire un tout petit peu, mais si on le fait suffisamment d'avance, peut-être que ça pourrait être suffisant pour que cet objet-là nous évite plutôt que de nous frapper quelques dizaines, quelques centaines d'années plus tard. Cela dit, des fois, il y a des comètes aussi qui nous arrivent des confins du système solaire qu'on va découvrir seulement quelques semaines avant qu'elles croisent l'orbite de la Terre. Et ces objets-là vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles à découvrir d'avance, donc de faire peut-être qu'est-ce qu'il faut pour essayer de les dévier. Ouf, ça serait vraiment moins drôle si on découvre un objet de ce type. Mais donc le ciel reste sous très haute surveillance par les scientifiques en continu. Oui, oui. Et les gens peuvent même aller voir un site de la NASA qui s'appelle NEA, si je me souviens bien, Near Earth Asteroids. Et puis, on peut voir des tableaux qui nous montrent tous les objets qu'on connaît avec leur trajectoire et même les possibilités qui viennent frapper en telle ou telle année. Et je peux vous dire que pour le moment, pour réconforter tout le monde, les statistiques font en sorte que c'est presque impossible que dans les prochaines dizaines d'années, il y ait de tels objets qui viennent nous frapper parce que justement, les trajectoires les amènent à une distance trop éloignée de nous. C'est rassurant, effectivement, et ce sera le mot de la Oui. fin. Merci beaucoup, Jean-Michel Gastonguay, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Madame Potvin, de m'avoir invité. Merci à Jean-Michel Gastonguay, directeur scientifique de l'Observatoire d'astronomie de l'Astroblème de Charlevoix, d'avoir répondu à nos questions. Merci également au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur lelabodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour notre actualité et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.